Je m'appelle Boris, j'ai 28 ans, et j'ai toujours été l'enfant oublié de ma famille. Mes parents ont clairement fait savoir dès le premier jour que ma sœur Amanda était leur enfant chéri. Mais rien ne m'avait préparé au jour où ils ont annoncé des vacances de rêve à Hawaï et m'ont dit que je n'étais pas invité. Ces vacances ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase après une vie passée au second plan. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est de revenir et de trouver la moitié de leur maison vide et moi parti sans laisser de traces. L'expression sur leur visage quand ils ont réalisé que j'avais pris tout ce que j'avais payé était impayable. Avant de plonger dans cette histoire de trahison familiale, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour rejoindre notre communauté d'histoires vécues qui pourrait bien valider vos propres expériences. En grandissant dans la banlieue de Boston, j'ai toujours senti que quelque chose clochait dans la façon dont mes parents me traitaient par rapport à ma sœur. Amanda a 2 ans de moins que moi, et dès sa naissance, il semblait que je sois devenu invisible. Là où j'étais calme et réfléchi, Amanda était extravertie et théâtrale. Mes parents, Robert et Linda, semblaient se connecter instantanément avec son énergie, tandis que ma nature réservée les laissait incertains sur la manière de communiquer avec moi. Les signes de favoritisme étaient subtils au début, mais sont devenus flagrants à mesure que nous grandissions. Quand j'avais 12 ans, j'ai commencé à remarquer qu'Amanda avait toujours de nouveaux vêtements pour l'école alors que je devais me contenter de ce qui m'allait encore de l'année précédente. Mes parents balayaient cela d'un revers de main avec des excuses comme « les garçons ne se soucient pas de la mode » ou « on t'achètera de nouvelles choses la prochaine fois ». Mais la prochaine fois venait rarement. Ce qui faisait plus mal que les choses matérielles, c'était l'inégalité émotionnelle. Quand j'ai eu mon premier récital de saxophone en 5e, après des mois de pratique, mes parents sont arrivés avec 15 minutes de retard et sont partis tôt parce qu'Amanda avait mal au ventre. Pourtant, ils n'ont jamais manqué une seule de ces représentations de danse, assis au premier rang avec des fleurs et prenant des centaines de photos. Les matins de Noël chez nous étaient particulièrement douloureux. Je regardais Amanda déballer la dernière console de jeu, un vélo flambant neuf, ou tout ce qui figurait sur sa liste de souhaits, tandis que je recevais des articles pratiques comme des chaussettes, des fournitures scolaires ou des livres de la section des soldes. Une année, quand j'avais 16 ans, Amanda a eu un smartphone tout neuf alors que j'ai reçu une carte cadeau de $50. Quand j'ai poliment mentionné la différence, ma mère a dit « Amanda a besoin de plus d'encouragement que toi. Tu es si autonome. » C'est devenu leur justification préférée pour le traitement inégal. J'étais mature, indépendant, facile à vivre, autant de codes pour dire « nous n'avons pas besoin d'investir autant en toi ». Malgré tout, j'ai travaillé dur à l'école, espérant que la réussite scolaire attirerait enfin leur attention. J'ai obtenu mon diplôme de fin de lycée avec une moyenne de 4,2 et j'ai décroché une bourse partielle à l'université d'État pour des études d'ingénieur. Mes parents ont assisté à ma remise de diplôme, mais ont passé la majeure partie de la cérémonie à parler du fait qu'Amanda serait probablement la majeure de sa promotion le moment venu. Après l'université, j'ai trouvé un bon travail dans un bureau d'études locales. Le salaire de départ n'était pas impressionnant, mais il offrait une stabilité et un potentiel de croissance. Plutôt que de déménager immédiatement, j'ai pris la décision de rester à la maison pour économiser de l'argent pour un acompte sur une maison. Cette décision, bien que financièrement judicieuse, m'a replongé dans la dynamique quotidienne de notre famille déséquilibrée. Ce que mes parents n'ont pas reconnu, c'est qu'après être revenu, j'ai commencé à contribuer de manière significative aux dépenses du ménage. Je payais $500 de loyer par mois, je couvrais les frais d'internet et des services de streaming, et j'achetais souvent des provisions. Pendant ce temps, Amanda, qui avait abandonné le community college et travaillait à temps partiel dans une boutique, vivait complètement libre de responsabilités financières. Mes parents justifiaient cela en disant « elle cherche encore sa voie ». Je suis également devenu le bricoleur et le support technique par défaut. Quand le lave-vaisselle est tombé en panne, j'ai fait des recherches sur les modèles, payé la moitié du coût d'un nouveau et l'ai installé moi-même. Quand leur ordinateur a planté, j'ai passé un week-end entier à récupérer leurs fichiers et à mettre en place un système de sauvegarde. J'ai même payé pour de nouveaux meubles de salon quand les anciens sont devenus trop usés. Bien que mes parents aient plus tard qualifié cela de leur achat en le montrant à des amis. À travers tout cela, j'ai refoulé mon ressentiment croissant. Il y avait toujours une voix en moi qui disait « ce sont tes parents. La famille reste soudée ». Je gardais l'espoir qu'ils finiraient par voir ma valeur et apprécier mes contributions. Peut-être réaliserait-il tout ce que je faisais pour la famille. Peut-être me verrait-il enfin. Mais cette reconnaissance n'est jamais venue. Au lieu de cela, il y avait toujours plus à faire,
plus à donner, plus à sacrifier. Sur les photos de famille exposées dans la maison, j'ai remarqué que j'étais souvent placé sur le bord, facile à recadrer. Tandis qu'Amanda était au premier plan, lors des réunions de famille, les proches s'extasiaient sur la dernière aventure ou la perspective d'emploi d'Amanda. Tandis que ma carrière stable et mes contributions ne méritaient que des mentions passagères. Pourtant, j'ai maintenu la paix. J'ai évité les confrontations. Je me suis dit que l'harmonie familiale valait le malaise interne que je ressentais. Je me suis convaincu que quelque chose finirait par changer. Puis est venue l'annonce du dîner qui allait finalement briser mes illusions sur ma place dans cette famille et déclencher une chaîne d'événements qui changerait nos vies à tous pour toujours. C'était un vendredi soir d'avril quand ma vie a pris un tournant décisif. Maman avait préparé sa lasagne spéciale, ce qui signalait généralement une sorte d'annonce familiale. Nous étions tous assis autour de la table de la salle à manger que j'avais restaurée l'été dernier avec mon propre argent et mon temps. Nous avons des nouvelles excitantes, a annoncé mon père, l'air particulièrement satisfait de lui. Il a jeté un coup d'œil à ma mère, qui était pratiquement en train de bondir sur sa chaise. Votre mère et moi avons économisé, et nous avons réservé des vacances en famille à Hawaï. Ma sœur Amanda a eu le souffle coupé, se tenant théâtralement la poitrine. Oh mon Dieu, vous êtes sérieux? Hawaï? Le vrai Hawaï? 10 jours à Maui, a confirmé maman. Nous partons dans 3 semaines. J'ai senti un sourire sincère s'étendre sur mon visage pour la première fois depuis des mois. Des vacances en famille étaient exactement ce dont nous avions besoin. Peut-être que ce serait l'occasion pour nous de réinitialiser nos relations, de nous connecter sur un terrain neutre, loin des schémas de notre vie quotidienne. C'est incroyable, ai-je dit, calculant déjà mentalement comment organiser des jours de congé. J'ai toujours voulu voir Hawaï. Avons-nous des plans spécifiques pour les activités ou allons-nous improviser? Un silence étrange s'est abattu sur la table. Mon père est soudainement devenu très intéressé par sa lasagne, et le sourire de ma mère s'est crispé. Eh bien, a-t-elle dit prudemment. C'est ça le problème, Boris. Nous ne pouvions nous permettre que 3 billets. Les mots n'ont pas immédiatement fait sens. Oh, ai-je dit. Alors, nous partons à des moments différents, ou quelqu'un loge dans un hôtel différent pour économiser de l'argent? Un autre silence inconfortable. Non, chérie, a poursuivi ma mère avec ce même sourire crispé. Ce que nous voulons dire, c'est qu'Amanda viendra avec nous et que tu resteras à la maison. J'ai eu l'impression d'avoir reçu une gifle. Vous emmenez Amanda et pas moi. Ce n'est pas comme ça, a-t-il dit, mon père a sauté sur l'occasion. C'est juste que les fonds sont serrés en ce moment, avec l'économie et tout. Nous ne pouvions gérer que 3 billets. Alors pourquoi ne pas tirer à la paille ou faire à tour de rôle d'une manière ou d'une autre? Je pourrais vous rejoindre pour une partie du voyage et Amanda pour l'autre partie, ai-je suggéré, luttant pour garder ma voix stable. Boris, a dit ma mère avec un ton que je ne connaissais que trop bien. Celui qu'elle utilisait pour expliquer quelque chose d'évident à un enfant difficile. Amanda a été sous beaucoup de stress avec sa recherche d'emploi. Elle a vraiment besoin de cette pause. Toi, tu es établi dans ta carrière. Tu es plus indépendant. Tu comprends, n'est-ce pas? Ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que rien ne changerait jamais. Je n'étais pas laissé pour compte à cause de l'argent. J'étais laissé pour compte parce que j'étais toujours celui qui pouvait être laissé pour compte. Bien sûr, ai-je dit, la voix creuse. Je comprends. C'est pour ça que tu es le meilleur grand frère, a ajouté Amanda, se penchant pour me serrer le bras. Toujours si compréhensif. Le reste du dîner s'est déroulé dans un flot de discussions sur Hawaï, quelle plage ils visiteraient, le lieu auquel ils assisteraient, les sites de plongée en apnée qu'ils exploreraient. J'ai hoché la tête et souri aux moments appropriés, tandis que quelque chose de froid et de définitif s'installait dans ma poitrine. Après le dîner, je me suis retiré dans ma chambre et je suis resté assis en silence, fixant le mur. À travers le plancher, je pouvais les entendre dans le salon, riant et discutant avec excitation des détails de leur aventure à venir. Mon père a mentionné quelque chose à propos de la location d'une décapotable, une extravagance qui contredisait leur affirmation de contraintes financières. Plus tard dans la nuit, j'ai surpris mes parents en train de parler à Amanda dans la cuisine. Assure-toi de ne pas poster trop de photos de vacances sur les réseaux sociaux, disait ma mère. Boris pourrait se sentir mis à l'écart. Il ira bien, a répondu mon père. Il va toujours bien. Les 3 semaines précédant leur départ ont été douloureuses.
Chaque jour apportait de nouveaux préparatifs qui m'excluaient, des virées shopping pour de nouveaux maillots de bain et vêtements d'été, des guides de voyage étalés sur la table basse, des discussions sur les réservations de restaurants et les excursions. J'ai gardé mon sang-froid, les aidant même à rechercher les meilleurs endroits pour la cuisine hawaïenne authentique. Quand ma mère a eu du mal avec l'enregistrement en ligne, je l'ai guidée. Quand mon père s'est inquiété de laisser la maison vide, je lui ai assuré que je garderais un œil sur tout. La veille de leur départ, je les ai aidés à faire leurs valises. Ma mère a semblé momentanément mal à l'aise lorsque je lui ai tendu le nouveau sac de plage que je lui avais acheté en cadeau. « C'est si attentionné », a-t-elle dit. « Tu es sûr que ça ne te dérange pas que nous partions sans toi ?»« C'est bon », ai-je dit, le mensonge venant facilement après tant de pratique. Quelqu'un doit bien tenir le fort, non ? Le lendemain matin, je les ai conduits à l'aéroport. Amanda bondissait sur la banquette arrière, énumérant toutes les photos Instagram qu'elle prévoyait de prendre. Mon père a passé en revue leur itinéraire pour la 10e fois. Ma mère m'a rappelé d'arroser ses plantes et de vérifier le courrier. Au terminal des départs, j'ai déchargé leurs bagages et je suis resté maladroitement debout alors qu'ils se préparaient à entrer dans l'aéroport. « On te rapportera quelque chose de sympa », a promis ma mère en me serrant brièvement dans ses bras. « Amusez-vous bien », ai-je répondu, forçant un sourire. Je les ai regardés disparaître à travers les portes coulissantes, ma sœur se retournant une fois pour me faire un signe de la main excitée. Puis je suis remonté dans ma voiture et je suis rentré à une maison vide qui ne m'avait jamais vraiment appartenu, malgré tout ce que j'y avais contribué. En arrivant dans l'allée, j'ai réalisé que c'était la première fois depuis des années que j'avais la maison entièrement pour moi pendant une période prolongée. 10 jours de solitude s'étendaient devant moi. 10 jours pour décider de ce que je voulais faire du reste de ma vie. La maison semblait anormalement silencieuse lorsque je suis entré. Sans le bruit de fond constant de ma famille, je pouvais entendre les légers craquements du plancher et le bourdonnement du réfrigérateur que j'avais acheté l'hiver dernier lorsque l'ancien était tombé en panne de manière inattendue. J'ai erré dans les pièces, voyant notre maison avec un regard neuf. Dans le salon se trouvait le meuble télé que j'avais construit de toutes pièces. Le canapé pour lequel j'avais économisé pendant des mois lorsque maman se plaignait de maux de dos à cause de l'ancien. La Smart TV que j'avais offerte à la famille pour Noël il y a 2 ans. Dans la cuisine, ma cafetière était posée sur le comptoir à côté du robot pâtissier que j'avais acheté à maman pour son anniversaire, qu'elle avait utilisé exactement 2 fois. La salle à manger présentait la table que j'avais restaurée, et les chaises que j'avais retapissées après un atelier de fin de semaine. C'était surprenant de réaliser à quel point une grande partie de ce qui rendait cette maison confortable provenait de mon portefeuille et de mon travail. Pourtant, dans les conversations familiales, ces articles étaient toujours désignés comme « notre nouveau canapé » ou « la télé que nous avons eue l'année dernière ». Curieux de savoir ce que je pourrais découvrir d'autre, je me suis aventuré dans le placard de la chambre d'amis, rarement visité, où étaient rangés les albums de famille et les souvenirs. J'ai sorti des albums photos datant de mon enfance. M'installant par terre pour les feuilleter. La preuve visuelle était indéniable. Sur les photos de vacances en famille quand j'avais 10 ans, Amanda était au premier plan sur les épaules de mon père à Disney World, tandis que je me tenais légèrement à l'écart. Sur les photos du matin de Noël, l'appareil avait capturé les expressions de joie d'Amanda, tandis que j'étais souvent partiellement hors du cadre ou pris dans des transitions maladroites. Puis j'ai trouvé quelque chose qui m'a serré le cœur. Caché derrière les albums réguliers se trouvait un plus petit que je n'avais jamais vu auparavant. À l'intérieur se trouvaient des photos d'un week-end à New York, un voyage dont je n'avais rien su. D'après les dates sur les billets de théâtre utilisés comme marque-page, cette excursion secrète avait eu lieu pendant un week-end où je faisais des heures supplémentaires sur un projet critique. J'ai continué à chercher et j'ai trouvé des preuves d'autres sorties dont j'avais été exclu, un dossier de reçu d'un week-end de ski, des billets de concert auxquels j'aurais adoré assister, des brochures de musées à Chicago avec des dates qui coïncidaient avec une période où l'on m'avait dit que tout le monde rendait visite à ma tante qui était trop malade pour avoir de la compagnie supplémentaire. La vérité m'a frappé avec une clarté écrasante. Ce voyage à Hawaï n'était pas une anomalie. Il faisait partie d'un schéma si ancré qu'il ne le voyait même plus comme une erreur. Avec une détermination méthodique, j'ai commencé un audit financier de mes contributions au ménage. J'ai récupéré des relevés bancaires, des factures de cartes de crédit et des reçus que j'avais heureusement conservés dans mon classeur. En l'espace de plusieurs heures, j'ai créé une feuille de calcul documentant chaque achat majeur que j'avais fait pour la maison, chaque facture que j'avais payée, chaque réparation que j'avais financée. Le total était stupéfiant. Au cours des 3 dernières années seulement,
j'avais contribué à hauteur de plus de 20 000 $, au-delà de mon loyer convenu. De l'argent qui avait effectivement subventionné le style de vie confortable de mes parents et la gratuité d'Amanda. J'ai trouvé des reçus de meubles que mes parents avaient fièrement montrés à des proches comme étant leurs achats. J'ai découvert que le prêt d'urgence que j'avais accordé à mon père pour des réparations de voitures n'avait jamais été remboursé, malgré son salaire confortable à la compagnie d'assurance où il travaillait depuis 20 ans. Ce soir-là, j'ai appelé mon meilleur ami Tyler, quelqu'un qui avait été témoin de la dynamique de ma famille pendant des années, mais qui avait toujours été plein de tact dans ses observations. « Ils ont fait quoi ?» s'est-il exclamé quand je lui ai parlé de la situation d'Hawaï. « Boris, c'est n'importe quoi. Tu leur as littéralement acheté leur lave-vaisselle l'année dernière et ils ne peuvent pas t'emmener en vacances. Je suppose que j'ai été aveugle, ai-je admis. Je n'arrêtais pas de penser que si je faisais plus, ils finiraient par me voir. Il te voit, a dit Tyler doucement. Il te voit comme celui sur qui on peut toujours compter, celui à qui on peut toujours prendre sans jamais rien donner en retour. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'exploitation. Ces mots ont frappé fort. Alors, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que tu veux faire ? A-t-il répliqué. Pour la première fois, je me suis autorisé à considérer cette question sans que le poids de l'obligation familiale n'obscurcisse mon jugement. Le lendemain, j'ai programmé une séance d'urgence avec le docteur Marshall, une thérapeute que j'avais vue brièvement pendant une période de stress au travail. J'ai raconté les événements récents et mes découvertes. Ce que vous décrivez ressemble à une dynamique familiale classique où un enfant est désigné comme le responsable et un autre comme celui qui a besoin d'aide, a-t-elle expliqué. Ces rôles deviennent confortables pour tout le monde, sauf pour la personne qui porte tout le poids. Mais c'est ma famille, ai-je protesté faiblement. Oui, et la famille devrait être les personnes qui vous valorisent le plus, pas le moins, a-t-elle répondu. La question n'est pas de savoir si vous êtes liés par le sang. La question est de savoir si cette relation, telle qu'elle est saine pour vous. Elle ne l'est pas, ai-je admis pour la première fois. Alors, quelles limites devez-vous fixer pour votre propre bien-être ? Cette question est restée en suspens alors que je rentrais chez moi. Des limites. Le concept semblait étranger lorsqu'il était appliqué à la famille, et pourtant c'était exactement ce dont j'avais besoin. En arrivant dans l'allée de la maison qui contenait tant de mes biens, mais si peu de mon esprit, j'ai pris ma décision. Je méritais mieux. Je méritais d'être valorisé, d'être pris en considération, d'être vu. Si ma famille ne pouvait pas m'offrir ce respect de base, je devais créer une vie où je pourrais le trouver ailleurs. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des années, avec la clarté d'esprit qui vient du fait de reconnaître enfin une vérité douloureuse et de décider d'agir. Le lendemain matin, j'ai commencé à planifier ma sortie avec la même attention méticuleuse aux détails que j'appliquais à mes projets d'ingénierie. Ce ne serait pas une réaction impulsive, mais une réappropriation réfléchie de ma vie et de ma dignité. Il était temps de construire quelque chose de nouveau, une vie où je serais plus qu'une pensée après coup. Avec 7 jours restants avant le retour de ma famille, j'ai commencé à mettre en œuvre mon plan avec une précision méthodique. D'abord, j'avais besoin d'un inventaire complet de tout ce que j'avais acheté pour la maison. Je suis passé de pièce en pièce avec un bloc-notes, documentant chaque article avec sa valeur approximative et sa date d'achat. La liste était plus longue que je ne l'avais initialement imaginé, la télévision et le système audio du salon, la table de la salle à manger que j'avais restaurée, les meubles de patio, le nouveau chauffe-eau, le réfrigérateur, plusieurs petits appareils de cuisine et d'innombrables objets de décoration que ma mère avait admirés dans les magasins et que j'avais ensuite achetés pour lui faire plaisir. Ensuite, la recherche d'appartements. Je voulais quelque chose d'assez proche de mon lieu de travail pour réduire le temps de trajet, mais assez loin de la maison de mes parents pour éviter les rencontres fortuites. J'ai passé des heures sur des sites de location, créant une feuille de calcul des options avec les avantages et les inconvénients de chaque emplacement. Le 3e jour de ma solitude, j'avais programmé des visites dans 5 appartements prometteurs. La 2e propriété que j'ai visitée, un appartement moderne d'une chambre avec de grandes fenêtres, un petit balcon et un loyer raisonnable, m'a tout de suite plu. La gestionnaire de l'immeuble, une femme sympathique nommée Barbara, a semblé impressionnée par ma préparation et ma documentation financière. La plupart des gens de votre âge n'ont pas leurs finances aussi bien organisées, a-t-elle commenté en examinant mon rapport de crédit et mes relevés bancaires. Je prépare ce déménagement depuis plus longtemps que je ne le pensais, ai-je répondu, me surprenant moi-même par cette prise de conscience. Cet après-midi-là, j'avais signé un contrat de location, effectif immédiatement, avec le premier mois de loyer et la caution payée sur mon compte d'épargne.
J'avais maintenant une nouvelle adresse, un nouveau point de départ. Le lendemain, j'ai visité l'appartement avec des mesures et j'ai commencé à commander des meubles essentiels pour livraison. Un lit, un canapé, une table à manger, des ustensiles de cuisine, seulement ce dont j'aurais besoin immédiatement. Je pourrais construire le reste de ma maison progressivement, en choisissant chaque article avec un but plutôt que par nécessité. J'ai pris 2 jours de congé personnel pour me concentrer sur la logistique de mon déménagement. J'ai contacté une entreprise de déménagement locale et je les ai programmés pour la veille du retour de ma famille. Ensuite, j'ai commencé le processus minutieux d'emballage de mes affaires, en commençant par ma chambre. En triant des années de possessions accumulées, j'ai pris des décisions réfléchies sur ce qu'il fallait garder. Certains objets contenaient des souvenirs douloureux d'avoir essayé d'obtenir une approbation qui n'est jamais venue. Ceux-là, je les ai donnés. D'autres représentaient de véritables réalisations ou des moments heureux indépendants de la validation de ma famille. Ceux-là, je les ai soigneusement emballés. La partie la plus compliquée était de déterminer la ligne de propriété pour les articles ménagers. J'étais déterminé à être scrupuleusement juste, ne prenant que ce que j'avais véritablement acheté avec mon propre argent. J'ai rassemblé les reçus que j'avais et les relevés bancaires montrant les achats pour lesquels je n'en avais pas. J'ai créé une feuille de calcul détaillée documentant chaque article que je prévoyais de prendre, sa date d'achat, son prix et son mode de paiement. J'ai fait des copies de tous les reçus et des pièces justificatives. Je n'avais pas l'intention de voler quoi que ce soit. Je reprenais simplement ce qui était légitimement à moi. Au 5e jour, ma chambre était emballée dans des cartons étiquetés, et j'avais commencé à retirer soigneusement mes articles des espaces communs de la maison. J'ai travaillé systématiquement, remplissant le garage de cartons emballés prêts pour les déménageurs. Le 6e jour, j'ai de nouveau visité mon nouvel appartement pour accepter les livraisons de mes nouveaux meubles. J'ai passé quelques heures à disposer les bases et à mettre en service les services publics à mon nom. L'espace prenait forme, devenant le mien, d'une manière que la maison familiale n'avait jamais été. Ce soir-là, je me suis assis à la table de la salle à manger et j'ai rédigé une lettre à ma famille. Je l'ai écrite et réécrite plusieurs fois, m'efforçant d'adopter un ton clair et ferme, mais pas vindicatif. Je voulais expliquer mes actions sans chercher à les blesser comme ils m'avaient blessé. La version finale disait « Maman, papa et Amanda, au moment où vous lirez ceci, j'aurai déménagé. » Cette décision n'a pas été prise à la hâte ou sous le coup de l'émotion, mais après des années à me sentir sous-évalué et tenu pour acquis dans cette famille. Le voyage à Hawaï n'a été que la confirmation finale de ce que je ressentais depuis des années, que je ne suis pas considéré comme un membre égal de cette famille. Bien que je comprenne que les parents aient parfois des favoris, la disparité dans la façon dont vous nous avez traités, Amanda et moi, a dépassé la préférence pour devenir quelque chose de nuisible. Je n'ai pris que ce qui m'appartient, des articles que j'ai achetés avec mon propre argent. J'ai laissé une documentation détaillée de ces achats sur le bureau de l'ordinateur. Vous remarquerez que beaucoup de choses manquent car, comme vous pourriez être surpris de l'apprendre, j'ai soutenu financièrement ce ménage bien au-delà de ma contribution convenue pendant des années. Je ne partage pas cela pour demander un remboursement ou pour vous faire sentir coupable, mais simplement pour expliquer pourquoi tant d'articles auront disparu. Ce n'est pas du vol. C'est moi qui reconnais enfin ma propre valeur. J'ai changé de numéro de téléphone et d'adresse email. J'ai besoin d'espace et de temps pour construire une vie où je suis valorisé. Veuillez respecter cette limite. Je vous souhaite bonne chance, Boris. J'ai imprimé la lettre et je l'ai placée dans une enveloppe sur le comptoir de la cuisine où elle serait immédiatement visible à leur retour. Ce soir-là, j'ai changé de numéro de téléphone, créé une nouvelle adresse email et mis en place une réexpédition du courrier vers mon nouvel appartement. J'ai informé mon lieu de travail de mes nouvelles coordonnées, en leur demandant de les garder confidentielles pour des raisons personnelles. Le 7e jour, le matin avant leur retour, l'entreprise de déménagement est arrivée ponctuellement à 8 heures. 3 déménageurs efficaces ont travaillé sous ma supervision, chargeant soigneusement mes biens emballés et les meubles que j'avais documentés comme étant les miens. En début d'après-midi, la maison semblait étrangement vide. Le salon sans sa télévision et son meuble télé. La salle à manger avec un espace vide là où la table se tenait. La cuisine sans le réfrigérateur et plusieurs appareils électroménagers. J'ai fait un dernier tour, m'assurant de n'avoir rien laissé derrière moi que je voulais et de n'avoir rien pris qui ne m'appartenait pas de droit. J'ai nettoyé ma chambre à fond, défait le lit et passé l'aspirateur sur la moquette. Avant de partir, je me suis tenu dans l'entrée et j'ai regardé la maison qui avait été mon foyer, mais jamais vraiment ma place.
Je n'ai ressenti aucune tristesse, seulement une étrange légèreté, comme si je déposais un lourd fardeau que j'avais porté trop longtemps. J'ai fermé la porte à clé, laissé ma clé sur le crochet dans le garage et je suis parti pour commencer ma nouvelle vie. J'ai passé cette nuit-là chez Tyler. Mon téléphone éteint, essayant de me distraire avec de la pizza et des jeux vidéo tout en anticipant la tempête qui éclaterait lorsque ma famille rentrerait à la maison l'après-midi suivant. « Ça va ?» a demandé Tyler pendant une pause dans le jeu, « Tu as l'air d'être à des millions de kilomètres. » Je me demande juste comment ils vont réagir, ai-je admis. Une partie de moi aimerait être une petite souris. D'après ce que tu m'as dit d'eux, je suppose qu'il y aura du drame, a dit Tyler. Es-tu préparé à ça? Aussi préparé que possible, ai-je répondu. J'ai tout documenté. Je n'ai pris que ce qui est à moi. Ils ne peuvent pas contester les faits. Mais bien sûr, les dynamiques familiales fonctionnent rarement sur la base de faits seuls. Le lendemain, je me suis tenu occupé à aménager mon nouvel appartement, à disposer les meubles et à déballer les articles essentiels. Vers 16 heures, sachant que leur vol devait atterrir à 15 heures, j'ai finalement rallumé mon téléphone. Pas mon ancien numéro, mais un téléphone prépayé temporaire que j'avais acheté juste pour surveiller la situation par le biais d'amis communs. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. À 16h30, un message de ma cousine Rachel est apparu. « Qu'est-ce qui s'est passé chez toi? Ta mère vient d'appeler ma mère, hystérique, en disant que tu as tout volé et disparu. » Je n'ai pas répondu, mais cela a confirmé qu'ils étaient rentrés à la maison et avaient découvert mon absence. À 17h, Tyler a appelé. « Ton père vient de m'appeler 3 fois de suite. » Je n'ai pas décroché, mais il a laissé un message vocal exigeant de savoir où tu es. Il a l'air furieux. A-t-il mentionné la lettre? Ai-je demandé. Non, juste que tu as volé la moitié de la maison et que tu as intérêt à avoir une sacrée bonne explication. Le soir, j'avais reçu des messages de 5 parents et amis différents, chacun rapportant des contacts similaires de la part de mes parents, paniqués et en colère. Apparemment, ils contactaient systématiquement tout ce qu'ils pouvaient imaginer qui pourrait savoir où je me trouvais. À partir de ces rapports, j'ai reconstitué leurs réactions. Selon ma tante, lorsqu'ils sont entrés pour la première fois dans la maison, ils ont cru avoir été cambriolés et ont failli appeler la police avant de trouver ma lettre. Mon père aurait apparemment piqué une crise de colère dans l'allée qui a attiré l'attention de plusieurs voisins. Ma mère alternait entre les larmes et les déclarations furieuses selon lesquelles j'avais brisé son cœur. Amanda était apparemment sous le choc, répétant qu'elle n'aurait jamais cru que je ferais quelque chose comme ça. Le lendemain matin, je suis allé au travail comme d'habitude, après avoir informé mon superviseur de mon changement de situation de vie et de la possibilité que des membres de ma famille essaient de me contacter là-bas. La sécurité avait été informée de ne pas fournir d'informations sur mon emploi du temps aux visiteurs. C'était une précaution qui s'est avérée nécessaire. Vers l'heure du déjeuner, ma superviseure s'est arrêtée à mon bureau. « Tes parents sont en bas » a-t-elle dit doucement. La sécurité ne les a pas laissés monter, comme tu l'as demandé. Veux-tu leur parler? J'ai pris une profonde inspiration. Pas aujourd'hui. Je m'occuperai de ça à mes conditions, pas aux leurs. Elle a hoché la tête, respectant ma décision sans demander de détails. Ils ont l'air très contrariés. La sécurité a dit qu'ils pourraient attendre sur le parking. Merci pour l'avertissement, ai-je dit. En quittant le travail ce soir-là, j'ai immédiatement repéré la voiture de mon père. Lui et ma mère étaient assis à l'intérieur, scrutant les portes de sortie. J'ai envisagé de sortir par un autre chemin, mais j'ai ensuite décidé de ne pas le faire. Cette confrontation aurait lieu tôt ou tard. Autant que ce soit maintenant, en terrain neutre. Alors que je m'approchais de ma voiture, ils m'ont repéré et se sont précipités vers moi. Le visage de mon père était rouge de colère, les yeux de ma mère rouges d'avoir pleuré. « Mais qu'est-ce que tu crois que tu fais, bon sang ?» a exigé mon père, sa voix portant à travers le parking. « Tu ne peux pas simplement prendre nos affaires et disparaître. » J'ai pris mes affaires, ai-je corrigé calmement. Des articles que j'ai achetés avec mon propre argent. Ce réfrigérateur était dans notre maison, a interrompu ma mère en larmes. La télévision, la table de la salle à manger, tout ça appartient à la famille. J'ai des reçus pour chaque article, ai-je répondu, en gardant mon sang-froid. Je les ai payés. Ils sont à moi. Nous sommes ta famille, a crié mon père. On ne compte pas avec sa famille. L'ironie de sa déclaration était presque risible.
Comme si vous ne m'aviez pas privé de vacances familiales, ai-je demandé doucement. Cela a provoqué un moment de silence inconfortable. C'était différent, a finalement dit ma mère. Nous avons expliqué la situation. Nous ne pouvions pas nous permettre 3 billets. Pourtant, vous pouviez vous permettre une location de décapotable, ai-je noté. Et d'après ce que j'ai vu sur l'Instagram d'Amanda, pas mal de repas au restaurant coûteux et de virées shopping. Le visage de mon père s'est assombri. Tu es mesquin et puéril. Il s'agit de vacances. Tu as démantelé notre maison. Non, il ne s'agit pas de vacances, ai-je clarifié. Les vacances n'étaient que le dernier exemple de ma place dans cette famille. Il s'agit d'années à être traité comme moins important, moins précieux, moins digne de considération qu'Amanda. C'est ridicule, a protesté ma mère. Nous vous aimons tous les deux de la même manière. L'amour, ce ne sont pas que des mots, maman. Ce sont des actions. Et vos actions ont constamment montré qu'Amanda passe en premier, à chaque fois. Nous avons poursuivi cette discussion en rompant pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que je lève finalement la main. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je n'ai pris que ce qui m'appartient. J'ai laissé des documents prouvant ma propriété. Je ne reviendrai pas, tu ne peux pas simplement nous couper les ponts, a insisté mon père, sa colère laissant place à quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Nous sommes tes parents. Je ne vous coupe pas les ponts, ai-je expliqué. J'établis des limites. Quand vous serez prêt à reconnaître comment vous m'avez traité et à apporter de véritables changements, nous pourrons parler de construire une nouvelle relation. Je suis monté dans ma voiture, ignorant leurs protestations continues, et je suis parti, les regardant rétrécir dans mon rétroviseur. 3 jours plus tard, Amanda s'est présentée à mon lieu de travail. Contrairement à nos parents, elle a adopté une approche différente, attendant tranquillement près de ma voiture, sans la confrontation dramatique que nos parents avaient tentée. « Bel appartement », a-t-elle dit quand je me suis approché, me surprenant. J'ai demandé autour de moi jusqu'à ce que quelqu'un me dise le quartier où tu as déménagé. J'ai tourné en rond jusqu'à ce que je repère ta voiture ce matin. C'est un peu du harcèlement, ai-je commenté en déverrouillant ma porte. Au grand mot les grands remèdes, a-t-elle haussé les épaules. On peut parler, s'il te plaît? Pas ici, mais quelque part de neutre. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté de la rencontrer dans un café à quelques rues de là. Une fois installée avec nos boissons, elle m'a regardé avec une expression que je n'arrivais pas tout à fait à déchiffrer. Ils sont vraiment contrariés, a-t-elle commencé. Je l'imagine, ai-je répondu. Leur bricoleur, distributeur de billets et punching ball émotionnel à domicile est parti. Elle a grimacé. C'est vraiment comme ça que tu le vois. Comment devrais-je le voir autrement, Amanda? Ils m'ont laissé derrière pour des vacances qu'ils pouvaient clairement se permettre de m'inclure. Ce n'était que le dernier d'une vie de moment où j'étais le laissé pour compte. Je ne réalisais pas, a-t-elle dit doucement. Je veux dire, je savais qu'ils étaient plus durs avec toi, qu'ils attendaient plus de toi, mais je n'ai pas vu comment tout cela s'additionnait. Parce que tu en bénéficiais, ai-je souligné. Elle n'a pas nié, ce qui m'a surpris. Ils veulent récupérer leurs affaires, a-t-elle dit à la place. Papa parle d'une action en justice. J'ai ri sans humour. Laisse-le essayer. J'ai des reçus pour tout ce que j'ai pris. J'ai tout payé, pas eux. La maison a l'air vide, a-t-elle admis. Je n'avais pas réalisé à quel point une grande partie des affaires était en fait à toi. Eux non plus, apparemment. Ils ont juste supposé que tout dans leur maison leur appartenait, peu importe qui avait payé. Amanda a tripoté sa tasse de café. Ils disent que tu leur as volé par jalousie à propos du voyage à Hawaï. Ils peuvent dire ce qui les arrange, ai-je répondu. La vérité est dans la documentation que j'ai laissée. L'ont-ils seulement regardé? Papa l'a jeté à la poubelle, a-t-elle admis. Mais je l'ai récupéré plus tard et je l'ai parcouru. C'est beaucoup d'argent que tu as dépensé pour la maison. Oui, c'en était. Nous sommes restés assis en silence un moment avant qu'elle ne demande. Tu ne reviens vraiment pas? Pas à cette situation. Non. Je mérite mieux que d'être traité comme une pensée après coup dans ma propre famille. Et moi? A-t-elle demandé d'une petite voix. Je sais que j'ai été privilégié, mais tu es toujours mon frère. J'ai réfléchi attentivement à sa question. C'est à toi de voir, Amanda. Je construis une vie où je suis respecté et valorisé. Si tu veux faire partie de cette vie,
tu devras reconnaître la dynamique qui existait et ne pas la perpétuer. Elle a hoché la tête lentement. J'aimerais essayer. Alors que nous nous séparions, elle m'a timidement serré dans ses bras. Pour ce que ça vaut, tu m'as manqué à Hawaï. Ce n'était pas pareil sans toi. C'était la première reconnaissance sincère d'un membre de la famille que mon absence comptait. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Quand je suis rentré à mon appartement ce soir-là, j'avais 3 messages vocaux de ma mère sur mon téléphone professionnel, chacun plus désespéré que le précédent, culminant en menaces sur des héritages familiaux que j'aurais prétendument pris, ce que je n'avais pas fait, et des avertissements sur la destruction de la famille. Je n'ai pas répondu. La famille, telle qu'elle avait existé, était déjà brisée, l'avait été bien avant que je ne me retire de l'équation. Ce qui pourrait naître à sa place restait à voir. Dans les semaines qui ont suivi, je me suis installé dans une routine dans mon nouvel appartement. Chaque jour, l'espace ressemblait davantage à un foyer, non seulement à cause des biens matériels que j'avais récupérés ou nouvellement achetés, mais parce qu'il était vraiment à moi. Je prenais des décisions basées uniquement sur mes préférences, de la couleur du rideau de douche à la disposition des meubles. Pour la première fois, je ne considérais pas comment mes choix seraient jugés par mes parents ou comparés au goût d'Amanda. Je me suis inscrit dans une salle d'escalade locale, quelque chose que je voulais essayer depuis des années, mais que je n'avais jamais priorisé. J'ai commencé à cuisiner pour moi-même, expérimentant des recettes plutôt que de me conformer aux préférences de ma famille. J'ai même adopté un chat du refuge local, un tabi gris calme et digne que j'ai nommé Archimède, qui semblait aussi reconnaissant de notre foyer paisible que moi. Au travail, j'ai ressenti une nouvelle confiance qui a été remarquée par mes collègues et superviseurs. Libéré du fardeau émotionnel constant de ma situation familiale, j'ai trouvé l'énergie pour des solutions créatives et des opportunités de leadership que j'aurais précédemment évitées. Mes parents ont poursuivi leur tentative de me contacter par des moyens de plus en plus créatifs. Quand j'ai bloqué leur numéro, ils ont appelé depuis de nouveau. Quand j'ai filtré leurs emails, ils ont créé de nouveaux comptes. Ils ont envoyé des lettres à mon lieu de travail, ont fait en sorte que des amis me rencontrent, accidentellement, et une fois, ont même fait livrer une pizza à mon appartement avec un mot me suppliant de les appeler. J'ai maintenu mes limites fermement, mais sans méchanceté. J'ai retourné les lettres non ouvertes. J'ai poliment mais brièvement salué leurs amis avant de m'excuser. J'ai apprécié la pizza, mais j'ai ignoré le mot. Environ 6 semaines après mon déménagement, j'ai reçu une visite inattendue à mon appartement. Le frère de mon père, l'oncle James, qui avait toujours été gentil avec moi mais vivait à l'autre bout du pays, était à ma porte. « Ta mère m'a appelé en larmes », a-t-il expliqué après que je l'ai invité à entrer. « Elle a dit que tu avais tout volé et disparu. » Je me suis dit qu'il devait y avoir plus que ça à l'histoire. Autour d'un café, j'ai expliqué la situation, les années de favoritisme, l'exploitation financière et les vacances à Hawaï qui m'avaient finalement ouvert les yeux. L'oncle James a écouté sans interruption, hochant parfois la tête avec une expression sombre. Quand j'ai eu fini, il a soupiré profondément. « J'aimerais pouvoir dire que je suis surpris », a-t-il dit. « Robert a toujours eu un point aveugle quand il s'agissait de ta sœur, même quand vous étiez enfant. Je lui ai mentionné le déséquilibre à quelques reprises au fil des ans. Mais il l'a ignoré. »« Tu l'avais remarqué ?» ai-je demandé, surpris. C'était difficile de ne pas le remarquer, surtout en tant qu'étranger qui ne vous voyait que quelques fois par an. Le contraste était assez frappant. Il a fait une pause. « Pour ce que ça vaut, je pense que tu as bien fait. » Parfois, les gens ne reconnaissent pas les schémas toxiques jusqu'à ce qu'il y ait des conséquences. Sa validation signifiait plus que ce à quoi je m'attendais. Voici un membre de la famille qui avait vu la situation clairement et comprenait ma réponse. 2 jours plus tard, mes parents ont intensifié leurs efforts. Je quittais le travail quand je les ai repérés attendant à nouveau sur le parking. Cette fois, leur attitude était différente, moins en colère, plus désespérée. « S'il te plaît, juste 5 minutes », a plaidé ma mère alors que je m'approchais de ma voiture. À contre-cœur, j'ai accepté. 5 minutes, ici, sur le parking. Nous voulons que tu rentres à la maison, a-t-elle commencé immédiatement. Quels que soient les problèmes que tu penses que nous avons, nous pouvons les régler en famille. Je ne pense pas que nous ayons des problèmes, maman. Nous avons des problèmes, de sérieux problèmes, et ils ne seront pas résolus si je retourne dans un environnement où je suis constamment dévalorisé. Mon père s'est avancé. Écoute,
nous en avons discuté et nous réalisons que nous avons peut-être montré un certain favoritisme envers Amanda au fil des ans. C'était la première reconnaissance, aussi légère soit-elle, qu'ils aient jamais faite. Mais prendre toutes tes affaires et disparaître sans prévenir était une réaction excessive extrême, a-t-il poursuivi, sapant sa prise de conscience momentanée. Tu as profondément blessé ta mère. Tu nous as embarrassés devant les voisins. La maison a l'air saccagée. J'ai pris ce qui m'appartenait, ai-je répété pour ce qui semblait être la 100e fois. Et j'ai laissé une explication détaillée. Ces choses faisaient partie de notre maison, a insisté ma mère. Une maison que j'ai aidé à construire et à entretenir tout en étant traité comme un étranger, ai-je répliqué. Je ne vais pas avoir cette discussion en rond à nouveau. Vous n'avez rien entendu de ce que j'ai dit. Nous t'entendons, a insisté mon père. Tu t'es senti exclu du voyage à Hawaï. On a compris. Nous organiserons d'autres vacances et nous t'inclurons la prochaine fois. Sa totale incompréhension de la profondeur du problème était presque impressionnante. Il ne s'agissait pas de simples vacances. Il s'agissait de toute une vie de messages subtils et moins subtils selon lesquels j'étais moins important, moins aimé. Il ne s'agit pas d'Hawaï, ai-je dit fermement. Il s'agit de 28 ans de favoritisme constant et de me tenir pour acquis. Une promesse de vacances ne répare pas ça. Alors, que veux-tu, a exigé mon père, la frustration évidente dans sa voix. De l'argent? Est-ce une sorte d'extorsion? Je ne veux pas de ton argent, ai-je répondu, en gardant ma voix calme. Je veux une reconnaissance du schéma. Je veux un véritable changement. Je veux du respect. Nous te respectons, a protesté faiblement ma mère. Vos actions disent le contraire. Notre conversation s'est poursuivie dans cette veine jusqu'à ce que je consulte finalement ma montre. Vos 5 minutes sont écoulées. Je n'ai rien de plus à dire jusqu'à ce que vous soyez prêt à vraiment écouter. En partant, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. De la tristesse pour la relation que nous aurions pu avoir, mais aussi de la fierté pour ma capacité à maintenir des limites malgré leur pression. La semaine suivante, j'ai reçu un email d'Amanda me demandant de nous revoir. Cette fois, nous nous sommes rencontrés dans un parc près de mon nouvel appartement, marchant le long d'un sentier bordé d'arbres pendant que nous parlions. Ils sont toujours contrariés, a-t-elle commencé, mais différemment maintenant. Moins en colère, plus confus, je pense. Confus à propos de quoi? À propos de pourquoi c'est si important pour toi. Ils n'arrêtent pas de dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi tu fais tout un plat de tout ça. J'ai secoué la tête. C'est exactement ça le problème. Ils ne peuvent même pas le voir. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, a poursuivi Amanda, me surprenant, sur la façon dont ils nous traitaient différemment. Et tu as raison. Je n'ai jamais eu à mériter quoi que ce soit. Tout m'a été donné, alors que tu as dû travailler pour chaque bride de reconnaissance. Son aveu était inattendu. Ça n'a pas dû être une prise de conscience facile. Non, ça ne l'a pas été, a-t-elle convenu. J'ai repensé à notre enfance, à notre adolescence, à tout. Et en le voyant à travers tes yeux. C'est inconfortable. J'ai bénéficié du déséquilibre sans jamais le remettre en question. La plupart des gens ne remettraient pas en question une situation qui leur est favorable, ai-je souligné. Ça ne la rend pas juste pour autant, a-t-elle répondu. J'ai essayé d'en parler à maman et papa, mais ils se mettent immédiatement sur la défensive. Ils sont toujours obsédés par les affaires que tu as prises. Parce qu'il est plus facile d'être en colère contre des appareils électroménagers manquants que d'examiner leur comportement pendant des décennies, ai-je suggéré. Amanda a hoché la tête lentement. Je leur ai dit qu'ils devaient vraiment écouter, pas seulement attendre leur tour de parler. Je ne suis pas sûr que ça ait fait son chemin, cependant. Alors que nous retournions à nos voitures, Amanda a hésité. Mon frère me manque, a-t-elle dit simplement. Et je suis désolé de ne pas avoir vu ce qui se passait toutes ces années. C'était la chose la plus sincère qu'elle m'ait jamais dite. J'apprécie ça, ai-je répondu. Peut-être que nous pourrons construire quelque chose de nouveau, de plus sain. La confrontation suivante est venue d'un quartier inattendu. Un soir, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Boris, c'est Barbara d'A accent grave côté, la voisine de tes parents. La femme âgée qui avait vécu à côté de la maison de notre famille pendant 15 ans semblait inquiète. Tes parents disent à tout le monde que tu leur as volé et que tu as abandonné la famille. Je voulais entendre ta version.
J'ai expliqué brièvement la situation, en insistant sur le fait que je n'avais pris que ce que j'avais personnellement acheté. Je pensais bien que c'était quelque chose comme ça, a-t-elle dit. Ton père était toujours prompt à montrer de nouvelles choses, mais ne semblait jamais mentionner qu'elles venaient de toi. Je me souviens quand tu as installé ce bel ensemble de patios l'été dernier. Il s'en vantait à notre barbecue de quartier comme s'il l'avait choisi lui-même. Ça me semble familier, ai-je convenu. Eh bien, pour ce que ça vaut, tout le monde ne croit pas à leur version des faits, a-t-elle dit fermement. Plusieurs d'entre nous ont remarqué au fil des ans comment il te traitait par rapport à ta sœur. Ce n'était pas juste. C'était étrangement valorisant de savoir que même des étrangers relatifs avaient observé la disparité que mes propres parents refusaient de reconnaître. Environ 2 mois après mon départ, la confrontation finale a eu lieu. Mes parents se sont présentés à mon appartement sans prévenir. Amanda a dû leur donner mon adresse, bien que je ne puisse pas m'en vouloir à elle pour ça. Quand j'ai ouvert la porte à leur coup de sonnette inattendu, ils se sont frayé un chemin à l'intérieur avant que je ne puisse m'y opposer. Alors, c'est ici que tu te cachais, a dit mon père, regardant autour de lui d'un œil critique. Avec tous nos meubles? Mes meubles, ai-je corrigé, comme le montrent clairement les reçus que j'ai laissés. Nous voulons résoudre cette situation, a dit ma mère, s'asseyant sur mon canapé sans y être invitée. Ça a assez duré. Je suis d'accord, ai-je répondu calmement. Êtes-vous venu vous excuser pour les années de favoritisme et prendre la responsabilité de la dynamique familiale toxique que vous avez créée? Ma franchise les a pris au dépourvu. Ils ont échangé des regards. Nous avons peut-être fait quelques erreurs, a admis mon père à contre-cœur. Tous les parents en font. Mais cette réaction extrême est injustifiée. Vraiment, ai-je demandé. Parce qu'il m'a fallu littéralement me retirer, ainsi que tout ce que j'ai contribué à vos vies, pour que vous reconnaissiez même qu'il pourrait y avoir un problème. Cela me semble être un problème assez bien ancré. Tu déformes les choses, a protesté ma mère. Nous t'avons toujours aimé. L'amour ne suffit pas, maman. Le respect, l'équité, la considération, ça compte aussi. La patience de mon père a finalement craqué. Assez de ce discours de thérapie. Nous voulons récupérer nos affaires. Le réfrigérateur, la télé, les meubles. Ils appartiennent à notre maison. Je me suis dirigé vers mon bureau, j'ai récupéré un dossier et je le lui ai tendu. Voici des copies de chaque reçu, relevés bancaires et factures de carte de crédit montrant que j'ai acheté ces articles avec mon propre argent. Ils n'ont jamais été à vous pour commencer. Il a parcouru la documentation, son visage devenant de plus en plus rouge. Ma mère a regardé par-dessus son épaule, son expression passant de l'indignation à la confusion en voyant les preuves. Mais nous pensions, a-t-elle commencé. Vous avez mal pensé, ai-je dit simplement. Vous avez supposé que tout dans la maison était à vous parce que vous n'avez jamais reconnu ou valorisé mes contributions, tout comme vous ne m'avez jamais reconnu ou valorisé, moi. Mon père a fermé le dossier d'un coup sec. Ce n'est pas fini, a-t-il menacé faiblement. En fait, si, ai-je répondu. Vous n'avez aucune réclamation légale sur tout ce que j'ai pris. Si vous voulez poursuivre cette affaire, nous pouvons impliquer des avocats, mais je vous assure que le résultat ne vous plaira pas, ils sont partis peu de temps après, vaincus par des faits qu'ils ne pouvaient pas contester et une vérité qu'ils n'étaient toujours pas prêts à affronter pleinement. En fermant la porte derrière eux, je n'ai ressenti aucun triomphe, seulement une triste certitude qu'ils pourraient ne jamais vraiment comprendre ce qui avait été perdu. Pas des réfrigérateurs ou des télévisions, mais la relation avec leur fils qui aurait pu être construite sur le respect mutuel plutôt que sur l'exploitation. 6 mois ont passé, et l'été a cédé la place à l'automne, puis à l'hiver. Pendant ce temps, ma nouvelle vie a pris forme de manière inattendue. Mon appartement est devenu un véritable foyer, rempli non seulement des biens matériels que j'avais récupérés, mais aussi de nouveaux articles choisis spécifiquement pour ce nouveau chapitre. Chaque achat, de l'art pour les murs aux livres pour les étagères, représentait un choix fait uniquement pour ma satisfaction plutôt que pour obtenir une approbation ou combler les besoins de quelqu'un d'autre. La croissance professionnelle a suivi mon évolution personnelle. Au travail, j'ai accepté une promotion au poste de chef de projet, un poste que j'aurais peut-être refusé auparavant par crainte qu'il ne me prenne trop de temps loin de mes obligations familiales. Mes collègues ont remarqué le changement en moi, une nouvelle confiance, une volonté de m'exprimer, un confort dans ma propre peau qui manquait auparavant. Ce qui m'a le plus surpris, c'est l'élargissement de mon cercle social une fois que j'ai été libéré du fardeau émotionnel constant de ma situation familiale.
J'ai rejoint un club de lecture, commencé à assister à des événements communautaires et renouer avec de vieux amis qui s'étaient progressivement éloignés pendant les années où j'étais trop consumé par le drame familial pour entretenir ces relations. Parmi ces nouvelles relations se trouvait Jessica, une architecte paysagiste que j'ai rencontrée lors d'un événement bénévole pour le parc local. Notre relation s'est développée lentement et de manière réfléchie, basée sur le respect mutuel et une communication claire, des qualités que je reconnaissais désormais comme essentielles plutôt que facultatives. Tu es différent de la plupart des gars avec qui je suis sorti, m'a-t-elle dit un soir alors que nous préparions le dîner ensemble dans mon appartement. Tu es si intentionnel dans tout. La façon dont tu écoutes, la façon dont tu exprimes ce dont tu as besoin. C'est rafraîchissant. J'ai appris à la dure ce qui se passe lorsque les relations manquent de limites claires et de communication honnête, ai-je expliqué, partageant une partie de mon histoire familiale. Leur perte est mon gain, a-t-elle dit, me serrant simplement la main. Ma relation avec ma famille immédiate a évolué de manière imprévisible au cours de ces mois. Mes parents ont alterné entre différentes approches, la colère, la culpabilité, la négociation, et finalement une acceptation tandis que notre relation avait fondamentalement changé. Le contact était minimal, mais pas complètement rompu. De temps en temps, ma mère envoyait un SMS à propos d'un événement familial ou d'une réunion de vacances. Je répondais poliment mais maintenais mes limites, refusant les invitations qui ressemblaient à des tentatives de me ramener dans d'anciens schémas plutôt que de construire quelque chose de nouveau. Ce qui m'a surpris, c'est le contact de la famille élargie. L'oncle James est resté en contact régulier, appelant toutes les quelques semaines pour prendre de mes nouvelles. Ma grand-mère, qui avait toujours été discrètement solidaire mais respectueuse de mes parents, a commencé à m'envoyer des lettres manuscrites qui reconnaissaient la dynamique familiale à sa manière subtile. Ton grand-père était comme ton père, a-t-elle écrit dans une lettre. Toujours à jouer les favoris avec tes tantes. J'aurais aimé être plus courageuse pour y faire face à l'époque. Je suis fière que tu te défendes d'une manière que je n'ai jamais fait. Ma cousine Rachel, qui avait toujours été plus proche d'Amanda, m'a contacté via les réseaux sociaux. Je n'ai jamais réalisé comment il te traitait, a-t-elle écrit. Mais avec le recul, c'était si évident. Je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. Ces connexions ont été curatives d'une manière que je n'avais pas prévue. La reconnaissance de membres de la famille qui reconnaissaient la vérité de mon expérience, même lorsque mes parents ne le pouvaient pas. Le changement le plus significatif est venu dans ma relation avec Amanda. Environ 4 mois après mon départ, elle m'a appelé avec une nouvelle inattendue. J'ai déménagé, a-t-elle dit, un mélange de fierté et d'incertitude dans sa voix. J'ai mon propre appartement. Je paie mon propre loyer. C'est un grand pas, ai-je répondu, sincèrement heureux pour elle. Qu'est-ce qui a motivé ça? Toi, en partie, a-t-elle admis. Te voir construire ta propre vie m'a fait réaliser que j'étais coincé dans ce rôle d'enfant bizarre à 26 ans. Mais aussi, les choses sont devenues étranges après ton départ. Maman et papa ont commencé à concentrer toute leur attention sur moi, et c'était étouffant. J'ai enfin compris une infime fraction de ce dont tu parlais. Nous avons commencé à nous voir régulièrement pour un café ou un dîner, construisant une relation fraternelle qui, pour la première fois, existait indépendamment de l'influence de nos parents. Ce n'était pas toujours facile. Amanda avait des années de comportement conditionné à désapprendre. Mais c'était authentique d'une manière que nos interactions précédentes n'avaient jamais été. Il parle de toi tout le temps, m'a-t-elle dit lors d'un de nos dîners. La maison semble vide sans toutes les affaires que tu as achetées. Maman n'arrête pas de dire que le nouveau réfrigérateur qu'ils ont dû acheter ne fonctionne pas aussi bien que l'ancien. Est-ce qu'ils reconnaissent un jour pourquoi je suis parti? Ai-je demandé. Elle a secoué la tête. Pas vraiment. Ils présentent ça comme si tu étais hypersensible ou que tu traversais une sorte de phase. Mais je pense qu'au fond, ils le savent. Ils ne peuvent tout simplement pas se l'admettre. Le développement le plus spectaculaire est survenu aux alentours du 6e mois de mon départ. Ma mère a appelé un dimanche après-midi, sa voix inhabituellement hésitante. Nous aimerions parler, a-t-elle dit. Ton père et moi, sans ordre du jour, sans exigence, juste parler. J'ai accepté de les rencontrer dans un lieu neutre, un café tranquille à mi-chemin entre nos maisons. Quand je suis arrivé, ils étaient déjà assis, l'air plus petit, moins sur d'eux que dans mon souvenir. Merci d'être venu, a commencé mon père avec raideur. Nous apprécions. De quoi vouliez-vous discuter, ai-je demandé directement. Ma mère a pris une profonde inspiration.
Nous avons réfléchi et discuté avec un conseiller. Cela m'a surpris. Mes parents avaient toujours rejeté la thérapie comme quelque chose pour les gens faibles. Amanda l'a suggéré, a expliqué mon père, lisant correctement mon expression. Elle a dit que nous avions besoin d'une perspective extérieure. Le fait est, a poursuivi ma mère, que nous ne réalisions pas. Nous ne voyions pas comment notre comportement affectait. Ce n'était pas une reconnaissance complète, mais c'était plus que ce qu'ils avaient jamais offert auparavant. Nous ne disons pas que nous avons tout fait de travers, a ajouté rapidement mon père. Mais nous reconnaissons qu'il y avait un déséquilibre dans la façon dont nous vous traitions, toi et ta sœur. Et tu nous manques, a dit simplement ma mère. La maison n'est pas la même sans toi. Où sont toutes les choses que j'ai achetées, n'ai-je pu m'empêcher de demander. Mon père a rougi. Ce n'est pas juste. Oui, les commodités nous manquent, mais notre fils nous manque davantage. Nous avons parlé pendant près de 2 heures, abordant des sujets que nous n'avions jamais explorés auparavant. Ils ont écouté plus qu'ils ne l'avaient jamais fait, bien que d'anciens schémas défensifs aient émergé périodiquement. Ils ne comprenaient pas entièrement la profondeur des dommages causés, mais ils essayaient. Maladroitement, imparfaitement, mais sincèrement. Nous aimerions recommencer à zéro, a dit ma mère alors que nous nous préparions à partir. Non pas en faisant comme si rien ne s'était passé, mais en construisant quelque chose de nouveau. Serais-tu ouvert à ça? J'ai réfléchi attentivement à sa question. Je suis ouvert à essayer, ai-je finalement dit. Mais avec des limites et des attentes claires. Je ne retournerai pas à l'ancienne dynamique. C'est juste, a concédé mon père. En rentrant chez moi, j'ai réfléchi à l'étrange voyage des 6 derniers mois. J'avais quitté la maison en colère et sous-estimé, déterminé à créer une distance entre moi et la source de ma douleur. Ce que je n'avais pas prévu, c'est comment cette distance créerait un espace pour la guérison, non seulement pour moi, mais potentiellement pour nous tous. Je n'avais aucune illusion qu'une conversation dans un café avait résolu des décennies de schémas familiaux dysfonctionnels. Un véritable changement prendrait du temps, des efforts et des actions constantes de toutes les parties. Il y aurait des retours en arrière, des réactions défensives et des moments difficiles à venir. Mais pour la première fois, j'ai fait face à ces défis depuis une position de force plutôt que de besoin. J'avais construit une vie qui était épanouissante en elle-même. J'avais créé des limites qui protégeaient mon estime de soi. J'avais découvert que la famille, qu'elle soit biologique ou choisie, devrait être une source de soutien et de respect, pas un fardeau pour votre esprit. La leçon la plus précieuse que j'ai apprise à travers cette expérience, c'est que parfois, s'éloigner n'est pas une fin, mais un commencement. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de refuser d'accepter un traitement qui vous diminue, même lorsque ce traitement vient de ceux qui sont censés vous aimer le plus. Et parfois, ce refus devient le catalyseur d'un changement qui ne se serait jamais produit autrement. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à ma relation avec mes parents. Peut-être construirons-nous quelque chose de plus sain que ce qui existait auparavant. Peut-être maintiendrons-nous une connexion distante mais cordiale. Peut-être reviendront-ils finalement à d'anciens schémas et devrais-je à nouveau prendre du recul. Ce que je sais, c'est que je ferai face à tout ce qui viendra d'un lieu de respect de soi et de limites claires. Je connais ma valeur maintenant et je ne me contenterai plus d'être la pensée après coup de quelqu'un, même de ma famille. Si vous êtes resté avec moi tout au long de cette histoire, peut-être avez-vous reconnu des éléments de votre propre dynamique familiale. Peut-être êtes-vous l'enfant oublié, le responsable, celui qui donne plus qu'il ne reçoit. Si c'est le cas, rappelez-vous que vous méritez la reconnaissance, l'appréciation et un statut égal dans vos relations. Parfois, fixer des limites n'est pas égoïste. C'est nécessaire pour la croissance de chacun. Et vous? Avez-vous déjà eu à prendre une décision difficile pour protéger votre estime de vous-même? Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre expérience. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez appuyer sur le bouton j'aime, vous abonner pour entendre plus d'histoires vécues et partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est acceptable de se défendre, même contre sa famille. Merci d'avoir écouté, et souvenez-vous, votre valeur n'est pas déterminée par la façon dont les autres vous traitent, mais par la façon dont vous choisissez de vous traiter vous-même.